Bien, bonjour. Donc Pascal Dupuis, Monsieur Bouton m'a présenté. Je suis au Conseil général de l'économie et c'est pas pour ça que je suis ici. En fait, je suis ici parce que par le passé, j'ai eu à m'occuper du CITEPA et en assurer la tutelle, ce que fait maintenant Olivier David. Donc j'ai une présentation en trois temps. Le premier temps, ça va être le CGE, puisque quand j'ai parlé aux gens que je connaissais avant du Conseil général de l'économie, tout le monde m'a dit qu'est-ce que c'est. Il faudrait nous en parler, donc je vais vous en parler un petit peu. Ensuite, la mission empreinte carbone, c'est ce que je conduis aujourd'hui au sein du CGE. En tout cas, vous verrez qu'on fait des missions au sein du CGE et j'en ai une sur l'empreinte carbone en ce moment avec un certain nombre de collègues. C'est ce qui m'a valu de recroiser le CITEPA justement quelques années après être parti de la DGEC. Et puis, je vous ferai une transition dans tous les sens du terme vers les tables rondes qui seront un peu plus opérationnelles, un peu plus techniques. J'essaierai de mettre en perspective tout ce qu'ils vont pouvoir vous dire. On en reparlera. Donc le Conseil général de l'économie, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ça s'appelle Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Voilà, c'est un service du ministère de l'économie. J'ai changé de ministère. Il est placé directement sous l'autorité du ministre, et il rend des comptes aux trois ministres. Il est compétent dans un certain nombre de domaines, donc le développement économique et l'industrie, les services financiers, la banque, l'assurance, les technologies de l'information, les communications électroniques, informatiques, techniques, audiovisuelles, espace et secteur postal, l'énergie, les ressources minières et l'utilisation du sous-sol. Donc beaucoup de choses. Il n'y a pas l'environnement là-dedans, donc effectivement je ne suis plus au ministère de l'Environnement, il faut bien avoir ça en tête. Mais néanmoins on y parle un peu de climat, parce que c'est difficilement parler d'énergie sans parler de climat maintenant. Donc, à ce titre, il a un site internet que vous trouverez à l'intérieur, enfin une page dans le site du ministère de l'économie. Et on y voit ce qu'il fait. Là, si on y va de la droite vers la gauche, donc il gère les annales des mines, la tutelle des écoles, la gestion du corps des mines, et on trouve sur le site des rapports publics qui correspondent aux produits des missions de ces agents. On est à peu près là-dedans une toute petite, une grosse quarantaine d'ingénieurs. D'ingénieurs généraux des mines, puisqu'en fait c'est l'ancien conseil général des mines, et je vous traite tout de suite la vignette gestion du corps des mines. Donc cet objet, ce service gère aussi l'ensemble du corps des mines, qui est le corps historique des mines, plus le corps des télécoms, plus un certain nombre d'autres corps tout aussi prestigieux mais un peu plus petits, et donc ça fait un paquet d'ingénieurs pour les services de l'État, mais plus particulièrement pour le ministère de l'économie. Si je prends les différents items, non, voilà, donc de la droite vers la gauche toujours, le Conseil général produit les annales des mines, donc je suppose que vous avez tous pu croiser un de ces bouquins, donc il y a trois séries là-dedans. Il y a la réalité industrielle, c'est vraiment l'industrie, des sujets sur des secteurs, du ciment, hein. Il y a les responsabilités environnementales, c'est celui que je préfère. Gérer et comprendre, c'est du management. Et puis le petit, c'est je sais plus quoi, numérique, c'est la partie télécom du corps des mines. Voilà. Donc je vous recommande la lecture de ces trucs-là. C'est bien fichu. On y passe du temps. On fait venir des gens, enfin on fait écrire des gens. On gère un peu ça. Typiquement, je vous ai donné les titres de quelques numéros de responsabilité environnementale. Il y en a qui sont sympas. Actualité de la catastrophe, c'était sympa. Le nucléaire civil, c'est un peu impensif, on en a toujours. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à lire, au premier degré. Hein. C'est intéressant à lire, et c'est des sommes de travail sur des thèmes, en passant, qui sont dignes de figurer dans une bibliothèque. Donc à raison d'un par trimestre, là vous avez la production de 2 ans de la série des bouquins verts. Ça gère des écoles, le Conseil général de l'économie. Donc en gros, ça gère les écoles des mines et les écoles des télécoms. Donc celles que vous avez sur la garde qui sont là, ça fait 8 écoles. Plus 2 écoles filiales, plus 13 écoles associées. Ça fait 13 000 étudiants par an, plus de 4100 diplômés, dont plus de la moitié, une grosse moitié, sont des ingénieurs, ce qui représente à peu près 7 à 8% de la production d'ingénieurs en France, tous les ans. Donc c'est une puissance éducative certaine. Donc des missions et des rapports. Donc c'est pour ça qu'on l'aime, parce que en fait, le Conseil général de l'économie, il est missionné par le ministre sur un certain nombre de sujets sur lesquels le ministre veut qu'on lui donne des conseils ou qu'on lui fasse des recommandations.
Donc ça peut être un peu tout. Là, donc, ces rapports, on les trouve, la plupart, enfin souvent ils deviennent publics, et on les trouve sur le site que je vous ai montré au début, donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous y plonger. J'en ai pris quelques-uns un peu représentatifs de l'éventail des choses qu'on peut faire comme mission. Qu'en dire, bon, il y a un peu de tout, hein, vous verrez que j'ai essayé de taper un peu dans tous les domaines de compétences du conseil que je vous listais tout à l'heure. Juste sympathie particulière pour le dernier, mission sur la suppression du taux réduit de TICPE pour le gazole non routier, qui n'est pas devenu public. Voilà. Des rapports comme ça, on en fait une toute petite cinquantaine par an. 40, 50. Voilà. Voilà pour le Conseil général de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je pense que c'est suffisant. Je passe au thème suivant. Le thème suivant, c'est la mission empreinte carbone, donc je suis chargé avec trois collègues. Et on est en plein dedans, donc on est au milieu de la mission. Ça consiste à essayer déjà de cerner le concept d'empreinte carbone, au sens large du terme, et puis de voir dans quelle mesure on pourrait s'en servir pour rendre nos politiques publiques plus efficaces, plus efficientes, et les fameux 3 F, effectives, efficaces, efficientes. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux ministres dans la perspective des événements, en gros du déroulement des événements de politique nationale et internationale qui peuvent se produire. Et comme c'est quand même le Conseil général de l'économie, ancien Conseil général des mines, on est aussi chargé de regarder si ça pourrait pas nous servir à réindustrialiser un peu la France, au passage, comme second bénéfice. Alors nous, donc on s'est lancé dans le sujet, c'est une mission dont les résultats sont attendus fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc on s'est lancé dans le sujet, on s'est dit que finalement il y avait 3 types d'empreintes, essentiellement l'empreinte des pays, l'empreinte des entreprises ou des organisations et l'empreinte des produits. Je vais vous faire un petit laïus là-dessus rapidement. Sachant qu'on s'est dit qu'il y en avait plein d'autres, mais qu'on n'allait pas quand même forcément s'attarder sur tout, mais on aurait aussi pu parler de l'empreinte des projets, typiquement l'empreinte d'un projet d'axe routier, ça peut être intéressant. Bon, c'est un sujet qui est assez bien abordé par mes anciens collègues du ministère de l'écologie, mais c'est quand même un sujet intéressant. Ou l'empreinte des individus, puisque maintenant on a des applis qui vous donnent votre empreinte en scannant je ne sais pas quoi d'ailleurs, si c'est les factures de carte bleue ou si c'est les relevés bancaires, ou les deux. Mais on s'est limité aux 3 thèmes que je vous ai cités. Donc le premier, à l'échelle nationale. Alors, à l'échelle nationale, c'est ça qui nous a amené à rencontrer le CITEPA, puisqu'à l'échelle nationale, si je prends le dessin de gauche, et la petite pile de droite avec le barreau jaune en haut, donc ça, c'est l'inventaire national de la France. Donc ça, c'est ce que fait le CITEPA, avec une méthode qui est éprouvée depuis plusieurs dizaines d'années, qui est internationalement reconnue, utilisée par tout ce qu'on fait, enfin par tous les pays qui prennent des engagements auprès de la CNUC, etc. Donc c'est l'inventaire national, les émissions qui sont issues du sol français. Alors on a isolé un petit tas, je ne sais pas si c'est lisible pour vous, pour moi ça l'est absolument pas, mais le petit tas, c'est les émissions sur le sol national qui correspondent à nos exportations. Donc pourquoi on les isole? Parce qu'on a aussi développé un autre concept, qui est le concept d'empreinte de la demande finale. Finalement, on se dit, les émissions qui sont chez nous, mais qui servent à produire des choses qui sont consommées ailleurs, c'est peut-être imputable aux gens qui sont ailleurs. C'est peut-être eux qui pourraient, par leur consommation, modifier ça. Par contre, on est obligé d'appliquer la dual, enfin le dual de ça, c'est que les produits qu'on consomme chez nous, qui viennent d'ailleurs mais qui ont causé des émissions ailleurs, ben c'est un peu de notre faute. Donc c'est ça le concept d'empreinte. Je jette mes importations, mais par contre je jette mes exportations, mais par contre je récupère mes importations. Donc vous voyez, pour la France, on jette le carré jaune et on récupère les 2 carrés gris qui sont dans la pile de gauche. Donc on y gagne, mais on y gagne en émissions de CO2. Alors pourquoi le carré jaune est tout petit? Il y a 2 raisons. Une bonne et une mauvaise, en tout cas il y en a une bonne et puis une autre. La bonne, c'est qu'on a une économie qui est très peu intensive en carbone, il faut quand même se le dire. Et l'autre, c'est qu'on n'est pas très exportateur non plus. Mais voilà. Bon, mais il y a des pays pour lesquels justement ça peut avoir un impact important. Donc les 2 autres dessins qui sont, à droite de la slide, c'est en petits points bleus l'évolution de l'inventaire national, et en petits ronds rouges ou orange, l'évolution de l'empreinte. Voilà. Notre empreinte, elle augmente, même si notre inventaire national diminue. Donc on est content d'un point de vue Kyoto, pour le dire court, et par contre, d'un point de vue empreinte, on est plutôt en train
de déraper, de dériver, c'est comme on veut. Alors ça, c'est en absolu, souvent on les représente en par personne. Bon, c'est mieux parce que les deux courbes descendent. Il y en a une qui descend moins vite que l'autre, mais les deux courbes descendent, c'est plus satisfaisant pour le moral. Néanmoins, en absolu, c'est comme ça. Le dernier, en bas à droite, c'est la comparaison de l'empreinte de l'empreinte des pays et de leurs émissions territoriales. Donc à gauche, c'est le territorial en fond foncé, et à droite, en plus pâle, c'est l'empreinte. Vous voyez, finalement, ça diffère pas beaucoup, mais encore plus que pour la France, ça peut correspondre quand même à beaucoup de choses enlevées et beaucoup de choses ajoutées. Là, c'est ramené à l'individu, parce que c'est le seul graphique que j'ai trouvé. Donc à gauche, vous avez les gens qui consomment beaucoup et qui importent beaucoup. Ceux-là, ils ont une empreinte qui est plus grande que leurs émissions territoriales. Alors tout à gauche, vous avez, je crois, l'Arabie Saoudite. Alors eux, ils ont une grosse empreinte territoriale, ils consomment beaucoup, beaucoup, et donc ils arrivent à même battre les États-Unis, qui ne sont que deuxièmes en partant du début. Au milieu, là où c'est parfaitement égal, c'est le monde. L'empreinte du monde est égale à l'inventaire territorial du monde. C'est assez satisfaisant, parce qu'on verra que pour les entreprises, c'est plus compliqué. Et puis à droite, vous avez ceux qui produisent pour que ceux qui sont à gauche puissent importer. Donc vous avez la Chine en particulier qui doit être tout à droite. Donc voilà un peu comment, ça c'est la problématisation du sujet, on verra un peu après s'il y a matière à s'en servir. Donc à l'échelle d'une entreprise, c'est pareil, on a un standard, une façon de faire, hein, c'est le GHG protocole avec ses fameux scopes. Le scope 1, c'est la flèche verte du milieu, c'est mes émissions dans l'enceinte de mon entreprise, à la cheminée de mon entreprise. Le scope 2, c'est j'y ajoute grosso modo les émissions liées à l'électricité que je consomme, c'est court mais moins c'est court. Et le scope 3, c'est les deux grosses flèches qui sont une avant, une après. Le scope 3 amont, c'est qu'est-ce que j'ai fait venir dans mon entreprise pour produire les produits que je produis. C'est des minerais, d'où ils viennent, etc. Parce que c'est des productions intermédiaires, d'où elles viennent, etc. Donc je fais toute leur vie, depuis le moment où elles ont été extraites jusqu'au moment où elles sont arrivées dans mon usine. Je produis et ensuite le scope 3, donc ça c'est le scope 3 amont. Le scope 3 aval, c'est mes émissions indirectes à l'aval. Si j'ai produit des chaudières par exemple, toute leur vie ces chaudières, elles vont, chaudières à gaz, ou fuel, on va dire fuel c'est plus politiquement correct, les chaudières à fuel, toute leur vie elles vont consommer du fuel, elles vont produire des émissions de gaz à effet de serre, j'en suis un peu responsable. J'aurais pu faire des chaudières à bois, pourquoi pas. Et donc ça m'est imputé aussi dans le cadre du calcul de mon empreinte. Alors ça se comprend. Et après, c'est assez bien décrit, mais les utilisations qu'on peut en faire sont foisonnantes. Donc je vous en ai ramené deux. Donc c'est quelque chose qui a été fait par Oxfam. Là à droite, c'est des petites boîtes, les petits barreaux noirs à côté du barreau blanc. Donc ça, c'est fait par Oxfam, qui a calculé l'empreinte d'un certain nombre d'entreprises françaises, toutes celles du CAC 40, pour faire court. Et elle trouve donc que l'empreinte de Total est supérieure à l'empreinte de la France. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a... regardez les émissions des raffineries de Total, mettons que Total soit plutôt un raffineur. On regarde des émissions, après si on y ajoute les émissions en production, là ça peut être il peut y en avoir déjà un peu plus parce que c'est pas toujours propre, c'est pas toujours facile de produire du pétrole. Et puis par contre après, si on ajoute toutes les émissions liées à l'essence qui a été raffinée par Total et qui a été utilisée dans les moteurs des voitures, on arrive effectivement à un total qui dépasse celui de la France. Et là je vous ai épargné les banques, parce que les trois banques françaises, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole, elles flirtent avec le milliard de tonnes, c'est-à-dire deux fois le barreau de la France. Ah pourquoi ? Parce qu'on a fait la somme des émissions, la somme des empreintes des projets financés par ces banques. Donc très rapidement, ça chiffre. Je mets de côté les banques. Même l'étude Oxfam mettait de côté les banques en fait. Mais si on regarde une entreprise comme Total par exemple, ça peut être intéressant, ou n'importe quel autre, mais ça peut être intéressant, on se dit finalement, on compte dans son empreinte toutes les émissions sur lesquelles elle a un levier. Alors ça peut être un tout petit levier, ça peut être, c'est pas facile de dire que le fabricant de chaudières à gaz, il a un levier à fuel. Il a un levier sur la consommation des gens qui vont chauffer au fuel, mais il a quand même un levier. Il aurait pu choisir de se diversifier, de quitter progressivement, de faire des meilleures chaudières, etc. etc. Et donc donc pareil à l'amont, je vous fais pas, pareil à l'aval, à l'amont, pardon, je vous ai fait l'aval, je vous refais pas l'amont. Donc on peut se dire que ça peut avoir un intérêt. Et puis alors il y a tout un tas de choses qui fleurissent en ce moment, je fais un petit thermomètre en bas, c'est les trajectoires, les entreprises qui ont une trajectoire neutre en carbone, ou les entreprises qui sont sur une trajectoire 4 degrés, ou 2 degrés, ou 1,5 degré, c'est comme vous voulez. Et ça aussi, ça stimule l'intellect de pas mal de gens en ce moment. C'est des choses... alors,
c'est à la fois balbutiant, touchant, mais porteur probablement quand même d'un certain nombre de développement à venir, parce que c'est quand même aussi une façon assez simple de communiquer sur ce que fait une entreprise vis-à-vis du climat. Parce que toutes ces informations qu'on délivre sur les entreprises, ça peut quand même leur servir à élaborer leur stratégie ou à tenir compte du climat dans la stratégie qu'elles élaborent. C'est quand même intéressant, c'est des informations qui sont intéressantes pour elles. Ça peut leur servir à obtenir des financements. Aujourd'hui, il y a une taxonomie qui est en train de discuter, taxonomie sur le climat, qui est en train de discuter à Bruxelles, pour savoir finalement quels seront les bons projets, pas les bons projets. Il y aura aussi des bonnes entreprises et pas des bonnes entreprises pour lesquelles ce sera plus facile d'avoir des financements ou pas. Alors en ce moment, c'est assez facile d'avoir des financements. On peut imaginer qu'un jour ça se tende. Et puis ça sert aussi à leur communication, c'est important. Et ça peut aussi servir en termes juridiques, parce qu'il y a quelques pétroliers qui ont eu des problèmes avec la justice récemment. Il y a Royal Dutch Shell qui s'est fait... qui chez lui aux Pays-Bas, s'est fait accuser de ne pas en faire assez pour le climat et doit présenter... Alors il a fait appel du jugement, donc on verra, mais devrait présenter sinon quelque chose pour montrer qu'il va faire mieux. Et il y a Exxon qui a eu des problèmes aux États-Unis aussi, où il s'est imposé 2 administrateurs parce qu'il n'était pas assez allant sur le carbone. Voilà, donc ça commence à les titiller, d'autant que ce sont des instruments pour la communication, le financement, la stratégie, qui peuvent être, dans les 2 exemples que je vous ai donnés, ils sont subis. Ça peut être volontairement l'entreprise qui communique sur ces sujets-là, mais ça peut être aussi Oxfam qui communique sur ce que font les entreprises. Et puis ça peut être la justice qui s'empare de ce qu'elles font pour aussi aller leur chercher des poux dans la tête. Donc c'est quand même un sujet intéressant. Mais du coup, je passe au suivant. Donc on s'est aussi intéressé à ce que peut être l'empreinte d'un produit, donc à l'échelle d'un produit. Donc là, on est sur un domaine un peu balisé, hein. C'est tout le domaine de l'ACV, l'analyse en cycle de vie. Je ne vais peut-être pas y passer trop de temps. La caractéristique principale, c'est que ça traite de beaucoup de critères. Il n'y a pas que les critères carbone. Donc c'est différent en fait. C'est l'idée de donner, d'étiqueter ou d'afficher à l'échelle d'un produit son empreinte plutôt environnementale, c'est que le consommateur puisse choisir. Alors on pourrait pas donner son empreinte carbone pour que le consommateur puisse choisir en fonction du carbone, mais souvent le consommateur il veut choisir en fonction de plus de choses. Je vous ai donné 2 exemples. Il y a l'exemple bleu et triste, c'est l'affichage, arrêté par le ministère pour les expérimentations qui ont pu se dérouler depuis le Grenelle. On avait donné un affichage d'État sur le sujet. Et puis il y a eu, depuis le Grenelle, il y a eu des expérimentations sur le sujet, mais ça n'a pas prospéré, on va dire ça comme ça. La loi AGEC, en 2020, avait prévu qu'on puisse faire des expérimentations, on en a lancé une sur l'alimentation. La loi Climat Résilience a repris ça immédiatement dans son premier article pour dire qu'on allait faire des expérimentations. Elle dit un peu la même chose, simplement elle ajoute qu'il faudra une distinction sur les émissions de gaz à effet de serre. On aura l'affichage environnemental d'un côté, un éco-score et un carbo-score. Enfin, on va voir comment... C'est pareil, c'est l'objet d'expérimentations qui sont compliqués. Et justement, le dernier petit carré, ça c'est ce qu'on peut avoir sur son smartphone. Si on télécharge une appli, je crois que c'est Open Food Facts, ce qui permet de savoir, on peut savoir plein de choses sur le produit en flashant son code barre, donc savoir s'il est bon pour les singes, ça c'est l'huile de palme, la feuille, l'œuf c'est vegan ou pas, Nutri-Score c'est classique, Nova c'est modifié, pas modifié, et le petit machin à droite c'est l'éco-score. Et ça marche, vous pouvez vous amuser avec ça, c'est assez marrant, moi j'ai fait tous les produits de ma cuisine. Voilà. Alors, l'intérêt d'un rapport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les recommandations qui viennent avec, parce qu'il y a l'aspect pédagogique sur les quelques dizaines de pages que fera le rapport, il y a beaucoup de pédagogie, c'est une sorte pas de dissertation, oui, de dissertation, c'est un peu, voilà, on raconte, ou un article, un très long article. Mais ce qui compte, c'est les recommandations qu'on fait au ministre. Alors je ne vais pas vous en parler des recommandations parce que de toute façon on ne les a pas faites, et puis d'abord si on les avait faites on en donnerait la primeur au ministre, et de toute façon je ne le ferai pas sans mes collègues. Donc voilà, mais on peut réfléchir un peu à ce qu'on pourrait raconter. Donc on a réfléchi un peu au cas d'usage. Typiquement si on va à l'ONU, enfin si on va discuter dans le cadre de la Convention climat, on va plutôt s'intéresser à l'empreinte, enfin s'il fallait s'intéresser à l'empreinte, ce serait l'empreinte d'un pays. Est-ce que ce serait habile de rentrer dans la négociation en parlant d'empreinte pays plutôt que d'émissions territoriales? Je réponds pas. Ça peut servir, à ALE, c'est les accords de libre-échange. Dans les accords de libre-échange, on s'en est servi déjà. Enfin, c'est un peu avec ça qu'on a
audité, c'était l'accord avec le Canada et puis l'accord avec le Mercosur. Les Français ont fait ça, les experts, des économistes français ont été mandatés pour regarder quel impact ça pouvait avoir globalement sur le climat, ce genre de choses. Donc je pense que là, il y a un sujet, pour le coup, empreinte qui est fort. Le paquet Fit for 55 de l'Europe, alors lui, pour le coup, il partage les émissions, il s'engage de façon territoriale, il partage entre les États membres de façon territoriale. Sur l'empreinte, il n'y a pas grand-chose. Mais il y aura un beau sujet quand même sur le CBAM, donc c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sur lequel là, il va falloir se poser la question. Alors, il y a une réponse qui est toute faite. On dit c'est pareil que pour les entreprises sous ETS. Bon, c'est court, mais c'est voilà. Mais je pense qu'il faut se poser la question de l'évolution qu'on pourrait amener à ce genre de choses. Il y a une SRD, CSRD, c'est la façon dont on réglemente la communication extra-financière des entreprises. Donc justement, NSRD, c'est extra-financière. CSRD, c'est une directive qui a été proposée par la Commission en avril 2021 qui justement demande qu'on fasse un seul rapport. Le financier et l'extra-financier sera dedans. Alors pour le coup, c'est à la fois loin et proche du carbone. C'est loin du carbone parce que c'est vraiment la RSE, c'est social et environnement, en plus de l'économie. Mais il y aura forcément un prisme particulier sur le carbone. Alors sachant qu'en plus, on arrive à la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, et donc on a beaucoup de... Tout ce qu'on pourrait dire d'intelligent et de sensé serait bienvenu au premier semestre de l'année prochaine. Donc on a des beaux sujets, data normes, il faut plein de données pour calculer des empreintes, etc., etc. Est-ce qu'il y a suffisamment de normes? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce que les standards c'est mieux? Est-ce que les méthodes statistiques c'est mieux? Est-ce qu'elles sont suffisamment robustes? On a plein de questions de ce type-là sur lesquelles il va falloir qu'on se positionne. J'ai déjà explosé mon temps. Je vais quand même vous faire une petite transition. Je l'ai préparé, ça m'aurait fait de la peine. Les scénarios du GIEC, donc c'est Boutan qu'on a parlé pas mal. Simplement, les scénarios du GIEC, ils sont, vous avez vu, dans un petit numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors je me suis quand même pris la peine de regarder ce que ça voulait dire, parce que c'est pas inutile de regarder. Donc les scénarios de type 1, c'est les scénarios sur lesquels, il faut que je retrouve mon anti-sèche, il y a une forte coopération, intégration internationale, et où la conso est sobre. C'est-à-dire on consomme peu de choses qui coûtent peu en carbone unitairement. Donc c'est les SP1, il y en a deux. Ça correspond à dire qu'on vit dans les États-Unis du monde, grosso modo, et que on nage dans la coopération internationale et qu'on a bien négocié le way of life des Américains. Ça, pour le coup, on n'est pas dessus. Le 2, c'est... On fait une photo aujourd'hui. Enfin, non, le 2, c'est... On fait une photo aujourd'hui, mais on se dit qu'on va tenir toutes les promesses qu'on a prises. Et donc que ça va... Non seulement on va tenir les engagements, les NDC qu'on a faites, mais en plus, tous les 5 ans, on va les renforcer et on les tiendra aussi. Ça, c'est le 2. Le 3, ça dit, on fait comme avant. Enfin, vu comment on est aujourd'hui. Enfin, en gros, on garde la position d'aujourd'hui, et on se dit, finalement, toutes ces promesses qu'on a faites, on va sûrement pas les tenir, parce qu'on les a jamais tenues, et donc on continue comme avant. Ça, c'est le 3. Et le 4, il n'y en a pas, là, parce que je crois que j'en ai pas vu. Le 4, c'est on se fait la guerre. En gros, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont, pudiquement... Je pense que les scénarios 4, de toute façon, ils sont pas très émetteurs. Et le 5, c'est rigolo, c'est justement, on négocie pas le way of life des Américains, on s'aligne tous dessus, mais grâce à la techno, on arrive à s'adapter. C'est la première fois où ils mettaient un peu de contenu derrière les scénarios, c'est pas juste des rampes d'émissions. Je pense que j'ai pas eu le temps de creuser complètement, mais je pense que je le ferai plus tard, c'est très intéressant. Donc on voit que ce type 1 reste sous les 2 degrés, 1,5 degré, 2 degrés. Le 2, c'est celui qui va à 2,7 degrés en fait. C'est simple. C'est celui dont on parlait tout à l'heure. C'est les engagements qu'on a pris aujourd'hui. C'est ce qu'a compilé l'ONU la semaine dernière, la fin du NSCC. Voilà. Donc ça fait 2,7 degrés. Le 3, ça tape dans les 4 degrés. Et le 5, ça tape dans les 5 degrés. Voilà, ça tombe bien. Juste les trajectoires d'émissions qui vont avec, c'est ça. Donc si vous regardez bien quand même, donc ceux de type 1, très rapidement, à 2050 ou avant, ils sont neutres en carbone, c'est-à-dire qu'on séquestre autant qu'on émet, en tous les cas, ou on émet peut-être plus, et puis après on continue, on séquestre plus qu'on émet. Donc ça veut dire qu'on n'a pas jusqu'à 2050 pour traiter le problème de l'aviation si on veut rester sous 1,5 degré. Il faut qu'il soit traité bien avant.
Le scénario, donc le 2, celui où on prend des engagements et on les tient. Donc, voilà ce que ça donne. Donc vers 2100, là on parle du monde, hein, oui pardon. On a l'habitude de dire l'Europe facile, la France facile 2050, l'Europe facile 2050 neutralité carbone, la France 1%, l'Europe 12%. Mais après il y a le monde, c'est les 88% qui restent. Ça c'est plus compliqué, il faut aussi l'étendre, j'y viens d'ailleurs après. Bon après il y a les autres scénarios, on voit que ça monte, ça monte. Il y a un petit truc en bas à droite, là je vous l'ai agrandi, c'est simplement pour mes scénarios, et vous reconnaissez les couleurs, c'est pas très net mais c'est tout ce que j'ai trouvé, simplement pour voir qu'est-ce que ça marque comme rupture de pente. Si on veut rester sous 1,5 degré, bah, je connais aucun phénomène physique qui a une courbe de ce type là, donc je sais pas bien, mais en tout cas il va falloir une rupture, là pour le coup c'est... Si on veut rester, alors le jaune correspond, enfin, dans une approche physique, hein, comme ça, à vue, au nez d'ingénieur, dire finalement, mais ça c'est assez crédible, c'est quelque chose où on tord progressivement, on prend des engagements, on les tient, on en reprend, on les tient, c'est vraiment une tension progressive des émissions, quelque chose vers quoi on peut tendre, à condition qu'on s'entende quand même, parce que c'est collectivement qu'il faut faire ça, hein, c'est pas, je sais pas, chacun pour soi. Et puis les autres, bon, ils sont aussi crédibles, hein. Le rouge, c'est assez simple, il n'y a qu'à tirer la droite, peu de choses près. Et puis l'autre, bah, je sais pas, l'autre, je sais pas en parler. Donc ça veut dire que il va falloir freiner fort. Et même en freinant fort, on n'est pas sûr de tenir bien en dessous des 2 degrés. Voilà. Mais c'est challenging pour l'action, hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et je finis, je vous promets, j'en ai plus que 2. J'ai trouvé une petite news sympa la semaine dernière. C'est, enfin sympa, oui sympa, moi je trouve qu'elle est sympa. C'est à propos du général Sherman. Donc, le général Sherman, c'est un gros arbre. En fait, c'est le plus gros arbre au monde. En fait, il y a le top 3, il y a le plus vieux, le plus grand et le plus gros. Lui, c'est le plus gros. Il fait 1500 mètres cubes, il fait 12 mètres de diamètre à la base et un tronc de 80 mètres de haut. Il est assez difforme, hein. En fait, il n'a pas de pointe. 80 mètres, il fait encore, je crois, une douzaine de mètres, une quinzaine de mètres de circonférence. Et donc lui, il est dans un parc qui s'appelle Sequoia Park, hein, sans surprise, hein, Sequoia, il y en a plein autour, en Californie, et il est entouré par tous les incendies du moment en Californie. Et en Californie, ils ont l'habitude des incendies, mais là, depuis plusieurs années, ils trouvent que c'est plus comme avant. C'est les effets du réchauffement. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus sec qu'avant, les incendies sont beaucoup plus violents et ça ravage beaucoup plus de trucs. Et ils ont beaucoup plus de mal à les arrêter, enfin, tout est plus. J'ai l'impression que la nature se réveille. J'ai noté tout à l'heure, Pompidou disait que la nature a perdu son caractère redoutable. Et bien là, la nature a retrouvé son caractère redoutable. Et ben du coup, on est assez démunis. Alors l'année dernière, ils ont été embêtés parce que d'habitude, les séquoias, ça craint pas le feu. Au contraire, ça les aide plutôt à pousser. L'année dernière, le feu s'est frotté un peu trop près des séquoias. Il y en a quand même un ou deux qui ont brûlé. Et ça, ils n'avaient jamais vu ça, les Américains. C'est bizarre, d'habitude, ça ne brûle pas. Donc cette année, ils se disent, il faudrait quand même que notre général Sherman, on le protège. Alors ils ont envoyé les pompiers, et donc ils l'ont emballé, comme un gros bonbon, dans des couvertures de survie. Voilà, donc je voulais finir sur cette espèce de bonbon emballé dans un papier d'aluminium. Ça représente ce que l'État, un des États les plus technologiques au monde quand même, la Californie, est capable de faire pour préserver un arbre qui est vieux comme une civilisation, il a 2500 ans, l'arbre, du feu, en se disant que ça va sûrement marcher. Ça montre un peu la façon, enfin, comment on peut se trouver démuni par rapport au changement climatique et comment la nature est redevenue redoutable et comment on va avoir forcément un peu de mal. Ça aussi, ça doit être challenging pour l'action. Faut surtout pas tomber dans l'abattement, mais il faut quand même se dire qu'il va falloir faire de l'adaptation. Et puis après tout, on peut se dire que ça, c'est le triomphe du low-tech, parce que si ça marche, après tout, c'est pas mal. Mais il y a quand même du boulot à faire. Alors j'ai aucun doute sur le fait que les 2 tables rondes qui suivent vont nous éclairer sur le sujet, et qu'Olivier David, qui vient d'arriver, nous rassurera complètement à la fin par sa conclusion. Mais voilà, il y a du boulot.